Lorsque les glaciers perdent à peu près 2% de leur volume, c'est vraiment une situation catastrophique complètement extrême. On va se taper 3, 4, voire 5 mètres d'élévation du niveau de la mer. Ou est-ce qu'on est encore à quelques décennies de l'effondrement de cette barrière de glace? Heidi, bienvenue à toi sur cette chaîne et bienvenue à vous aussi sur cette chaîne qui s'appelle Limite. Abonnez-vous, c'est très important, ça nous aide, vous n'imaginez pas à quel point. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre, de pouvoir aussi commenter. À chaque fois, on a des commentaires qui sont ultra riches. Fini de parler de nous, on va parler de toi, Heidi. Merci, tu me fais l'honneur d'être ici présente à Bruxelles. Je suis ravie, vraiment. Tu as fait un livre avec un glacier qui s'effondre, Sentinelle du climat. C'était super agréable, j'ai pas pu tout finir. Parce que tu sais bien que ça s'est fait très rapidement. Hein. Exactement, ouais. Mais c'est tellement chouette de raconter des choses autour de la science, mais de le raconter plutôt que de donner tout le temps quelque chose d'extrêmement structuré que j'ai beaucoup bouffé pour cette chaîne. Ah ouais, et là, je me suis envolé dans une aventure incroyable. C'est trop sympa. Ah, ça fait plaisir. Merci pour ton retour. Je t'en prie. Moi, j'ai ma première question qui est la plus importante. Comment est-ce que tu vas? Écoute, moi, je vais bien, ouais. Je vais bien parce que j'ai un peu l'impression d'être motivée par une sorte de rage intérieure, de tout faire pour ces glaciers, pour ces paysages qui me fascinent, quoi. Et j'essaie de transformer ça en un truc assez positif et j'ai la chance en ce moment, là, tu vois, je suis quelques semaines en France, en Europe, de rencontrer plein de gens. Cet après-midi, je rencontre des étudiants à Bruxelles. Pas plus tard qu'hier, j'étais avec des lycéens sur la mer de glace à Chamonix. Et en fait, de multiplier les rencontres et d'échanger en fait sur ces sujets-là. Et j'apprends plein de trucs. Moi, j'adore parler de ma passion. Et ensuite, tu sais, quand je me rends dans ces différents lieux, aller à la rencontre de ces différentes personnes, de voir comment est-ce qu'on peut y arriver ensemble, quoi. Comment est-ce qu'on peut coopérer, arriver vraiment à travailler sur ces sujets du climat, de la biodiversité, de la justice sociale et d'avancer, quoi. Et en fait, les choses sont en train de se passer. Ça se passe de partout. Alors, peut-être pas assez vite, c'est sûr. Mais c'est assez fascinant de voir la différence entre il y a 5 ans et aujourd'hui, à quel point les choses avancent, quoi. Donc, ça fait plaisir quand même. Je m'apprête à boire tes paroles avec quelques glaçons dedans, histoire que ce soit bien frais. Arrête, c'est la blague de mon père, ça. C'est vrai? Ah bah tiens. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu pourrais nous parler de ton parcours? Ouais, avec plaisir. Donc moi, je suis née à Annecy, donc dans les Alpes françaises, il y a 35 ans. Et j'ai eu la chance de grandir dans une famille qui adorait la nature, quoi. Mes parents étaient toujours à m'emmener, moi et mon frère, en pleine forêt, en Très montagne. pratique, ça. Quelle chance! Cool, hein. Moi, j'étais avec des parents très technologie. Moi, ouais, c'est vrai. Il faudrait apprendre beaucoup de choses. Ah ouais, tu vois, nous, c'était vraiment l'apprentissage par la cambrousse, quoi. C'était vraiment d'être dans la forêt, d'être en montagne tout le temps. Et je voulais vraiment faire un métier en contact avec la nature. Je savais pas trop exactement dans quoi me lancer. Mais je voulais vraiment, en fait, pouvoir rester en montagne, quoi. Quel que soit le métier que je voulais faire, je voulais pouvoir, en fait, avoir une bonne excuse de rester en montagne. Et c'est une histoire que je raconte souvent, mais j'ai rencontré un guide de haute montagne quand j'étais ado, qui était, lui, très proche de la retraite et qui m'a dit, il y a des gens, on les paye pour étudier les glaciers. Pourquoi tu ferais pas ça, quoi? Comme ça, tu restes en montagne, ce serait pas mal. Et tu vois, comme quoi ça se joue à peu de choses, quoi. Ces petites rencontres, ces petits cailloux, finalement, le long du chemin, et qui m'ont rendu, en fait, un monde possible que je connaissais pas beaucoup, en fait, à l'époque. Et depuis, je me suis dit, ouais, grave, j'avais 16 ou 17 ans, et je me suis dit, c'est tout ce que je veux faire de ma vie, je veux devenir glaciologue, quoi. Et aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai pu devenir glaciologue, donc j'étudie les glaciers un peu partout. Et aussi, j'essaie de transmettre les connaissances, les observations qu'on fait sur les glaciers. La cryosphère, c'est tellement intéressant parce que on ne la côtoie pas. Parce que c'est très difficile d'habiter là-bas. Et moi, je me suis toujours... Attention, je vais arriver avec une pensée très basique. J'ai toujours un peu une image de me dire, OK, je vois les images d'Antarctique, le vent qui tape, moins 50 degrés. Je me dis, OK, mais comment est-ce que la vie permet d'y être et qu'est-ce qui vous prend à vous d'aller vous mettre dans des dangers pareils? Je veux dire, c'est extrêmement dangereux. Tu vas aussi le raconter. T'as frôlé la mort à un moment donné. C'est vraiment compliqué de faire des expéditions. Mais d'abord, moi, je voudrais te demander un petit état des lieux. Toi, à travers tes lunettes de glace, comment est-ce que tu vois le monde aujourd'hui, en général, et à travers ta profession et tout ce champ et ce domaine de connaissances que tu as réussi, tout ce savoir que tu as pu acquérir après toutes ces années? Ouais, la cryosphère, c'est vraiment pas un mot qu'on utilise souvent. Je sais pas si tu sais, pour le dictionnaire anglais, le mot cryosphère est rentré il y a 2 ou 3 ans. Sérieux? Donc c'est vraiment un mot qui est pas du tout courant. Et qui est très nouveau, c'est pas comme l'atmosphère ou l'hydrosphère. En fait, la cryosphère, c'est tous les trucs qui sont gelés, glacés sur Terre. Donc, que ce soit la neige, la banquise, la glace sur l'océan, le
permafrost, le sol gelé, ouais, les ouais. glaciers, voilà, pergélisol, les calottes polaires. Voilà, tout ce qui est gelé, c'est vraiment regroupé dans cette cryosphère. Mais la cryosphère, ce qui est génial avec elle, c'est que c'est vraiment un des meilleurs baromètres du climat. Voilà, c'est de la glace, quoi. C'est de la glace et de la neige, donc ça réagit super vite au changement de température, au changement de précipitation, au changement de la concentration de CO2 dans l'atmosphère, quoi. Et on dit souvent, hein, ce truc est très poétique, que la cryosphère ou les glaciers rendent l'invisible visible. Autant le CO2 qui monte dans l'atmosphère, tu le vois pas, mais la cryosphère qui réagit, tu le vois très bien. Et là, comment elle réagit aujourd'hui? Il n'y a aucun doute sur le fait que la situation, elle est assez apocalyptique, hein, quand on regarde ce qui se passe au niveau de la cryosphère. Partout, les glaces sont en train de réagir très fortement au changement climatique. Pas plus tard qu'hier, quand j'étais sur la mer de glace, voilà, c'est notre plus grand glacier français, qui fait à peu près 10 km de long. C'est un glacier qui est vraiment en train de se raccourcir très rapidement. Rien que cet été, le glacier, il a perdu, je crois que c'est 14 mètres d'épaisseur. Et là, juste sur cet été, 14 juste mètres. sur cet été. Et là où on était avec les 3 étages d'un lycéens, bâtiment, quasiment. Ah, ça, c'est vraiment une bonne image. Et tu vois, nous, là où on était, il restait 30 mètres d'épaisseur de glace. Donc, c'est vraiment le bout du glacier, hein, la partie très basse du glacier. 14 mètres en un an, et il reste 30 mètres. Là où on était. Alors après, le glacier est beaucoup plus gros bien quand sûr, tu remontes oui. au sommet de la montagne. Ouais. Mais tu vois, à la vitesse avec laquelle les choses se passent. Et là, donc, partout dans le monde, partout où on fait des mesures, on est en train de voir que cette cryosphère réagit très, très vite au changement climatique. Et le problème, c'est qu'en réagissant, cette cryosphère, elle peut faire plein de conséquences qui sont très négatives pour nous. La première, c'est qu'elle peut vraiment catalyser le changement climatique. Donc, elle peut encore plus accélérer. Ça fait vraiment partie de ces écosystèmes variés qui, lorsqu'ils se dérèglent, eh ben, ils accélèrent encore plus le réchauffement, le fait que l'on piège encore plus de chaleur sur Terre. Et ça, on pourra y revenir. C'est les changements de couleur, par exemple, des surfaces sur Terre. Mais aussi le fait que cette cryosphère disparaisse, bah pour nous, les humains, ça nous tacle directement, quoi. Ça crée tout un tas de conséquences, mais vraiment qui nous impactent en fait au quotidien. Et tu vois, ça me fait un peu sourire quand tu dis, bah ouais, quand on est ici, tu vois, au cœur de l'Europe, la cryosphère, elle ne touche pas, on la voit pas, mais en fait, elle nous impacte au quotidien, quoi. Et donc, ça peut être par les changements de météo, par des événements météorologiques extrêmes, par les ressources en eau, par l'élévation du niveau des mers. Voilà, tout ça, en fait, c'est lié directement à des choses qui se passent à des milliers de kilomètres d'ici. Et finalement, notre vie quotidienne, elle est intimement liée au quotidien en fait de ces glaces. Ces glaces qui sont en train de se déstabiliser, tu m'arrêtes si je me trompe, plus rapidement que ce qu'on a mesuré ces milliers de dernières années. Ouais, c'est sûr. Alors, voilà, je t'apprends rien sur le fait que le climat, il a toujours changé sur Terre, voilà, blablabla. C'est important de le dire. Ouais, bien sûr, le climat a toujours changé sur Terre. Cycle solaire, un peu plus fort, un peu plus lent, période plus volcanique, tout ce que tu veux. Donc, depuis que la Terre est Terre, le climat a toujours changé, certes. Et on a eu des périodes, tu vois, où la Terre entière était recouverte de glace. Voilà. Incroyable. On a eu des périodes sur Terre où il y avait pratiquement pas du tout de glace sur Terre, ou très peu. Il y a une période, à peine 20 000 ans, où la glace allait jusqu'en Flandre, jusqu'aux Pays-Bas. La banquise commençait là, jusqu'au pôle Nord. Incroyable. Il y a seulement combien? 20 000 ans. Ouais, donc ça, c'est la fin du dernier âge glaciaire. C'est là où on avait des glaciers absolument gigantesques, des calottes polaires qui recouvraient une bonne partie de l'hémisphère nord et de l'hémisphère sud. Donc vraiment plutôt sympa pour les glaciologues, je pense, à l'époque, s'il y en avait. Ah oui. Et ensuite, naturellement, maintenant, on est rentré dans une période interglaciaire. Donc on s'attend à ce qu'une grande partie de ces calottes polaires diminue. Mais ce qui se passe en ce moment, on n'a vraiment plus rien de naturel. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Ce que l'on mesure, c'est vraiment une accélération, mais cataclysmique, du recul des glaciers, de la perte de la banquise, du dégel du permafrost. Et c'est surtout ces 30 dernières années qu'on mesure une accélération complètement folle. Et là, en parlant d'accélération, nous, tu vois, on essaie toujours de voir, avec nos modèles mathématiques, avec nos modèles numériques, qu'est-ce qui va se passer dans 50 ans, qu'est-ce qui va se passer à la fin du siècle. Et là, des choses que nos modèles prévoyaient dans 70-80 ans, notamment en termes de dégel du permafrost, on le mesure déjà aujourd'hui, en fait. Donc pas partout, c'est pas vrai pour toutes les glaces sur Terre, mais il y a vraiment une accélération, un emballement qu'on est tous en train d'observer aujourd'hui. On parlait de ce nouveau terme, la cryosphère, donc tout ce qui représente des lieux où la glace est omniprésente. Tu disais tout à l'heure, tiens, mais il y a plein de causes à effet, plein de boucles de rétroaction très différentes. On va commencer par étape. La première, et attention parce qu'il va y avoir du très très lourd dans cette vidéo, on va commencer par la banquise. La banquise, on a toujours cette image d'ours polaire qui est en train de marcher sur quelque chose qui flotte un petit peu, parfois qui est très très solide. Et on a cette image de l'ours polaire qui se dit « Oh mon Dieu, je ne sais pas quoi faire, je suis sur une glace qui est en train de se détacher, je ne peux pas aller dans l'eau. » Enfin, c'est un peu une image très vulgarisée qui a été utilisée pendant pas mal de temps, y compris dans le greenwashing.
Mais c'est quoi le problème à la fonte de l'Arctique, en fait? Ça génère quoi? Tu parlais de différence de couleur. J'imagine que tu veux parler d'albédo, là derrière. C'est ça. Ouais, la banquise, c'est pas très compliqué, en fait. Si tu regardes ce qui se passe au nord, au niveau de l'Arctique, l'Arctique, c'est un océan, principalement entouré de terres qui sont plus ou moins enneigées, plus ou moins englacées. Donc c'est un océan, quoi, l'océan glacial arctique. Donc c'est de la glace posée sur de l'eau. Ouais, donc en fait, t'as exactement ça, cette croûte de glace qui est présente en permanence sur l'océan glacial arctique. Sauf au Groenland, mais il n'y a pas de terre. Ouais, alors exactement, t'as le Groenland, t'as le Canada, t'as le Spitsberg qui appartient à la Norvège, t'as la Russie ensuite. Mais le bassin arctique, c'est vraiment un océan. Et l'océan, il est ultra sombre, mais l'avantage, c'est qu'on a en quelque sorte ce bouclier blanc qui est présent toute l'année sur l'océan glacial arctique. Donc cette banquise, et la banquise, on appelle ça un peu la respiration de la banquise. En hiver, elle prend un peu plus de place, elle s'étend. On le voit sur les images satellites, c'est impressionnant. Ouais. C'est vraiment l'impression d'avoir un poumon comme ça. Ça s'élargit, ça se referme, ça s'élargit, ça se referme. Mais tu m'arrêtes si je me trompe, mais est-ce que c'est pas en train de s'élargir et se refermer, mais que ça devient de plus en plus petit? Exactement, ouais. C'est tout à fait ça. En fait, en moyenne, on parle toujours de la superficie de la banquise. C'est quelque chose qu'on mesure par image satellite aujourd'hui. En moyenne, on a perdu 40% de la superficie de la banquise en 40 ans. Donc certes, elle continue à faire ça en hiver, à se rétrécir en été. Mais là, vraiment, la situation est très, très compliquée. Et pourquoi c'est important? Là, parce que c'est la fameuse notion d'albédo. Cette banquise, elle est relativement blanche, elle est très, très claire en couleur. Plus elle est ancienne, en fait, plus elle est blanche, plus elle renvoie le rayonnement du soleil en direction de l'espace. À la place de cette banquise, si elle disparaît, qu'est-ce que t'as? T'as l'océan. Et l'océan, lui, est beaucoup, beaucoup plus foncé. Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, en fait, absorber la chaleur du rayonnement solaire et réchauffer cet océan glacial arctique. Et donc, complètement changer les conditions climatiques de ce bassin arctique. Et c'est pour ça, aujourd'hui, que l'Arctique se réchauffe 3-4 fois plus vite que le reste de la planète. 3-4 fois plus vite. Ouais, c'est vraiment fou. Moi, je passe beaucoup de temps sur un petit archipel de l'Arctique qui s'appelle le Svalbard. Là, ça se réchauffe 6-7 fois plus rapidement, donc c'est complètement dingue. Oui, c'est pour ça que pendant qu'on a plus 1,1 en moyenne sur Terre, il y a plus 3 sur les continents, mais il y a plus 7 au pôle Nord, si j'ai bien compris alors. Ouais, c'est vraiment au Svalbard, ouais, donc sur ce petit archipel de l'Arctique, on a gagné, si je me trompe pas, c'est entre 5 à 6 degrés depuis les années 60. Ce qui n'est pas généralement une unité de mesure qu'on utilise, une baseline qu'on utilise. Et en termes d'augmentation de température d'ici la fin du siècle, on parle de entre plus 8 et plus 14 degrés dans cette région-là de l'Arctique, suivant les saisons. Et donc la banquise, c'est elle qui régit tout en fait dans l'Arctique. C'est le meilleur climatiseur de l'Arctique. Tant qu'elle est là, l'Arctique reste gelé, glacé, froid. Mais ça change complètement la donne. En fait, tu passes d'un état à un autre si tu enlèves la banquise. À la place, tu as un océan foncé qui peut tout réchauffer. Et encore plus, donc, réchauffer le Groenland, encore plus réchauffer le pergélisol, le permafrost. Donc, tout peut s'accélérer encore plus rapidement qu'aujourd'hui. Je viens de me connecter à un truc. La Terre est légèrement inclinée. On imagine toujours un peu, tu vois, l'Afrique bien au milieu, l'Amérique du Sud. Mais en fait, non, elle est légèrement inclinée. C'est pour ça que d'ailleurs, on a le soleil qui reste si tard en été, etc. Mais donc, c'est vrai que l'exposition de cette zone-là, en termes de lumière du soleil, elle n'est pas négligeable, parce que moi je me suis dit, ouais, mais c'est super haut, le soleil ne va pas jusque-là. Enfin, si, forcément, il va jusque-là, où il y a des périodes où en fait, il fait jour tout le temps, pendant une période de l'année. Je pense quand on est quelque part en Finlande, ou je ne sais pas très bien. Mais donc, c'est intéressant, ça veut dire que vous avez tous porté des vêtements noirs. Lorsqu'on porte des vêtements noirs et qu'il fait plein soleil, on sent que le vêtement est chaud et on crame. Pour des vêtements blancs, au contraire. Et c'est vrai que l'eau, elle est quand même, c'est bleu marine comme ça. Elle est très foncée, Très foncée. Très profond là-bas. Et donc déjà, le changement climatique entraîne cette perte de calotte glaciaire. Mais donc, augmente en plus de ça mais ça augmente pas le niveau de la mer, ça. Indirectement, oui. Alors ça, franchement, ta question, elle est super importante. Parce que la banquise, elle est déjà dans l'eau. Qu'elle soit là ou pas, en fait, c'est la fameuse expérience du tu prends un verre, tu mets un glaçon dedans, tu notes le niveau et tu attends que le glaçon disparaisse et tu verras que le niveau ne va pas bouger. Qui parfois est contre-intuitif, mais tu as totalement raison. Donc ça, dis-toi que la banquise, c'est quand le glaçon il est déjà dans l'eau, et tu attends qu'il fonde, voilà, tu verras, le niveau ne bouge pas. Mais ce qui se passe, c'est que dans l'Arctique, tu as plein de terres autour de ce bassin arctique qui ont beaucoup de glace. Tu as notamment le Groenland. Le Groenland, c'est la plus grande île au monde. Le Groenland, il contient tellement de glace que si la glace posée sur la terre du Groenland fondait, ça augmenterait le niveau des océans de 6 à 7 mètres. Donc c'est énorme la quantité. 6 à 7 mètres pour la quantité d'eau qu'il y a piégée dans la glace, sur l'état de glace, qui est posée sur le Groenland. Donc c'est posé sur la terre, ce qui veut dire que si elle fond, elle coule nécessairement
c'est ça. C'est de l'eau qu'il n'y avait pas dans l'eau. Donc, en fait, là, le niveau monte. 6 à 7 mètres. 6 à 7 mètres, c'est énorme. C'est vraiment c'est des millions de personnes, des centaines de millions de personnes, pardon, qui risquent d'être déplacées avec 6 à 7 mètres. Pourquoi je t'en parle par rapport à la banquise? C'est que si la banquise, elle disparaît, à la place, tu auras donc cet océan très foncé qui, lui, se réchauffe très vite. Donc, si tu balances de l'eau chaude tout autour du Groenland, t'accélères sa fonte. Forcément, tu accélères la fonte du Groenland. Et il y a pas mal de glaciers aussi au Groenland qui touchent l'océan. Donc, ils sont au contact de l'océan qui se réchauffe de plus en plus. Donc, tu peux avoir le Groenland qui se fait grignoter à sa périphérie, en fait, un peu par-dessous, par cet océan qui se réchauffe. Et donc, c'est pour ça que la disparition de la banquise en Arctique, indirectement, elle va, sans aucun doute, accélérer l'augmentation du niveau des mers. Vous n'êtes pas prêt pour la suite, hein, parce que avant d'aller vers l'Antarctique, je voudrais d'abord qu'on commence un petit peu à aller vers les glaciers auxquels on peut, nous, être confrontés. Alors, bon, moi, en Belgique, il ne faut pas rêver. On peut les chercher, je pense. Ouais. Voilà, exactement. Par contre, en France, où est-ce qu'on en est et quel est le lien, je veux dire, perte des glaciers? Qu'est-ce qui se passe avec ma vie, moi, de tous les jours ou de la région? Ça change quoi, en somme? Et les glaciers, aujourd'hui, ils fondent très vite. Ils réagissent très, très vite au changement climatique. Plus rapidement, cela? Ouais, les choses se sont vraiment accélérées ces dernières décennies. Ça n'a vraiment rien à voir, surtout ces dernières années. C'est allé très vite. Pour te donner un exemple, on a des super mesures sur les glaciers suisses et français. Les glaciologues suisses, en fait, donc ils mesurent chaque année l'état des glaciers. Ils essaient de savoir est-ce qu'ils ont gagné du poids, est-ce qu'ils ont perdu du poids. Et ils se disent que lorsque les glaciers perdent à peu près 2% de leur volume, ce qui est quand même pas mal pour un glacier, c'est vraiment une situation catastrophique, complètement extrême. L'été dernier, les glaciers suisses ont perdu 6% de leur volume en un été. Donc c'est pour te montrer à quelle vitesse en fait les choses sont en train de changer. Cet été, ce sera probablement autour de 5%, donc ça reste quand même catastrophique. Oui, mais ça, chaque été, à un moment donné, c'est une exponentielle effrayante. Ça va très vite, ouais, exactement. En fait, ce qu'on remarque, c'est que un glacier, c'est pas compliqué. Un glacier, déjà, c'est une accumulation de neige qui s'est faite sur des périodes très, très longues. Dans les Alpes, il faut à peu près 15 ans pour passer de la neige qui s'accumule, année après année, à se transformer en glace. Et donc, un glacier il se nourrit des chutes de neige. Donc, il faut qu'en hiver, il faut qu'il ait de la neige. Et il faut que cette neige, elle fonde pas complètement en été, parce qu'il faut qu'elle s'accumule, il faut qu'elle continue à s'accumuler. Donc, un glacier, il aime la neige, il faut que la neige, elle tombe, et il faut que la neige, elle survive, quoi. En été, c'est tout à fait normal qu'un glacier il fonde un petit peu. Un glacier, ça descend de la montagne en partie basse, c'est normal. Qu'un glacier fonde, qu'il nous donne de l'eau, ça c'est très bien. Mais il faut que pour un glacier reste en bonne santé, il faut que ce qu'il gagne en hiver, il faut qu'il ne le perde pas complètement en été. C'est vraiment un équilibre, c'est une équation entre les gains de la neige et les pertes qui vont se passer en été. On est où là? On a de la difficulté à avoir des grosses chutes de neige maintenant en hiver. On a de plus en plus de pluie qui tombe. Le gros souci, c'est qu'on a des étés extrêmement chauds, caniculaires. Et donc, c'est assez catastrophique ce qu'on est en train de voir. Là, quand j'étais à Chamonix hier, j'en revenais pas. Vraiment, les glaciers font vraiment de la peine à voir. Mais toi, tu les vois, c'est ça le truc. C'est que moi, si j'y vais, je vais m'émerveiller devant des glaciers. C'est cool, c'est bien. Mes enfants iront quand ils auront peut-être mon âge, ils vont s'émerveiller devant des glaciers, mais on n'a pas notre point de référence. C'est toi qui y vas souvent avec les mesures que vous avez. En fait, vous voyez en temps réel, c'est comme si on sortait de chez nous et admettons, on voyait les arbres bien verts et on revient l'année prochaine et en fait, on voit que c'est un désert. Là, on se dirait, ok, là, on commence à le sentir passer. Ça te heurte pas, ça? Ouais, bien sûr. Je veux dire, voir la mer de glace dans l'état où elle est aujourd'hui, c'est brutal, quoi. C'est vraiment brutal. En fait, la mer de glace, ce que tu dis est vraiment très intéressant parce que tu n'as pas forcément de point de référence. Si tu y vas la première fois, tu vas te dire « Ok, la mer de glace, elle est comme ça. » Tu mets une photo, je veux dire « Ah oui ». C'est un snapshot, je ne sais pas à quoi ça ressemblait avant. Ce qui est bien, c'est que sur ce site, ils ont fait vraiment un effort de sensibilisation de fou furieux. Et en fait, il se passe un truc quand tu vas voir la mer de glace. Donc, c'est juste au-dessus de Chamonix. Tu prends un petit train pour y aller. Tu arrives à la gare du petit train. La gare, elle a été construite en 1909. Je ne sais pas si tu t'imagines. À l'époque, le glacier, il était juste en dessous. Donc, tu faisais quelques pas, j'exagère, mais tu arrivais tout de suite à la surface du glacier, c'était vraiment la mer de glace, quoi. C'était un truc gigantesque. Tu avais vraiment l'impression qu'il y avait une mer dont les vagues avaient été figées, quoi, comme ça, par la glace. Et en fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la mer de glace, elle a perdu pratiquement, je crois que c'est entre 150 mètres et 200 mètres d'épaisseur depuis. Ouais, donc tu te retrouves avec une sorte de vallée, mais béante, avec un canyon, quoi, devant toi. Et je t'assure que même si tu n'es jamais allé voir la mer de glace, tu arrives à la gare du Mont-en-Vert, tu marches sur la terrasse et tu dis mais où est le glacier, quoi? Alors tu le devines ensuite, il est un petit peu au fond de la vallée, il s'est beaucoup retiré, mais tu comprends qu'il y a un truc qui ne va pas.
tu comprends que franchement, cette cavité béante, mais qui te happe, qui te donne le vertige, tu comprends que c'est pas normal. Tu dis, mais qu'est-ce qu'ils sont? Pourquoi ils ont construit une gare ici? Ouais, voilà, ils auraient pu exactement. la construire là-bas en bas. C'est pas pratique, quoi. Et ce qu'ils ont fait, c'est que pour arriver à la surface du glacier, parce que c'est une œuvre touristique, hein, ils font tout pour que les gens descendent jusqu'au glacier. Il faut que tu prends ton petit train. Ensuite, il faut que tu prennes un télécabine. Du télécabine, il faut que tu descendes aujourd'hui 520 marches d'escalier pour arriver à la surface du glacier. Et toutes les quelques années, ils rajoutent des marches d'escalier parce que le glacier il perd tellement rapidement en épaisseur. Et donc hier, avec mes lycéens, mes 40 lycéens des lycées d'Annecy, en fait, tu commences à descendre les marches d'escalier. Le long des marches d'escalier, tu as des panneaux qui te disent le glacier était là en 1990. Tu descends 200 marches, le glacier était là en 2010. Tu descends encore 100 marches. J'en ai des frissons. Et ça, je t'assure, mais moi aussi ça me donne des frissons rien que d'en parler, t'as pas besoin d'être glaciologue pour comprendre que ce qui se passe, c'est absolument pas normal. Et en fait, moi j'y retourne très régulièrement, j'y retourne tous les quelques mois, et rien que tous les quelques mois, tu remarques la différence. Et donc forcément, c'est ultra brutal. Mais des fois, je me dis, la mer de glace, c'est tellement un symbole fort, c'est tellement l'emblème des glaciers des Alpes, que c'est un électrochoc, quoi. C'est 1 million de visiteurs chaque année à la mer de glace. Tu te rends compte? Donc c'est 1 million de visiteurs, on les choque, quoi. C'est 1 million de visiteurs, t'inquiète pas que quand ils repartent de la mer de glace, qu'ils ont compris c'est quoi un glacier, à quoi ça nous sert, pourquoi c'est important et pourquoi le changement climatique il s'accélère, quoi. Donc vraiment, c'est devenu en gros le symbole de l'éducation, de la sensibilisation au changement climatique, un des plus gros symboles en France, quoi. Je prends comme ça la mesure du truc et je me dis, waouh, tout ce qu'on ne connaît pas, tout ce qu'on ne sait pas forcément et qu'on peut découvrir. Donc je vous invite vraiment, si jamais vous êtes dans une entreprise, vous vous occupez de la RSE, allez là-bas avec voilà, au lieu de faire des formations dans des bureaux ultra chiants, allez en forêt ou allez voir les glaciers, tiens. Ça peut être très sympa. Et faites votre RSE là-bas. Ou pareil, les professeurs, allez sensibiliser vos élèves là-bas. Moi, il y a quelque chose que j'essaie de comprendre un petit peu, les eaux qu'on a dans les bouteilles de Vittel, les viandes, bon, ça vient de source, nappe phréatique, etc. Mais beaucoup des glaciers, en quelque sorte. Ouais. À partir du moment où ces glaciers fondent, ça veut dire qu'on peut déjà s'attendre à ce qu'on arrête d'utiliser des bouteilles en plastique, de bouteilles d'eau, au moment où il y aura plus d'eau à pomper ou Non, mais tu mets le doigt sur le truc le plus important par rapport à ces glaciers de montagne, c'est que c'est nos meilleurs châteaux d'eau naturels, en fait. La neige et la glace, c'est vraiment ce qui donne le tempo un peu au cycle de l'eau dans nos montagnes, mais surtout ce qui va donner naissance à des rivières qui vont devenir des grands fleuves français ou européens et qui vont pouvoir toucher des personnes sur des centaines, voire des milliers de kilomètres. Si tu penses, il y a les glaciers des Alpes, mais il y a aussi les glaciers de l'Himalaya, les glaciers de Patagonie, d'Alaska, un petit peu aussi les glaciers des Pyrénées. Chaque été, tu t'attends à recevoir de l'eau qui vient des glaciers. Et cette eau, elle va servir à quoi? Nous, en fait, autour de Chamonix, j'avais demandé ça, la statistique exacte au glaciologue de la vallée de Chamonix, qui s'appelle Luc Moreau. Il m'a expliqué qu'on utilise l'eau des glaciers de la vallée de Chamonix pour produire de l'hydroélectricité. Donc, en fait, il y a des captages sous les glaciers. Donc, t'imagines, il y a des rivières sous les glaciers qui sont complètement naturelles. On va chercher cette eau et on va la turbiner pour produire de l'électricité. Et il y a 3 glaciers, glacier du Tour, Argentière et Mer de Glace, qui produisent de l'énergie. C'est donc 250 000 ménages pendant 1 an. Et donc, on peut produire de l'hydroélectricité. C'est de l'eau douce aussi, donc c'est de l'eau qu'on peut utiliser pour boire, si on la filtre, parce qu'il y a plein de petites particules, de petits sédiments. C'est de l'eau qu'on utilise pour irriguer nos cultures. Ils pensent au fleuve du Rhône. Le Rhône, c'est notre plus grand fleuve français en termes de débit. Le Rhône, il est connecté au plus grand bassin agricole français en termes de, je crois, de volume de production. Des centrales nucléaires aussi. Il y a des centrales nucléaires exactement le long du Rhône qui ont intérêt à ce qu'il y ait encore de l'eau le long du Rhône en volume, mais aussi en température, c'est vachement important. Ouais. Donc tu te rends compte en fait que quand tu parles de ces glaciers de montagne qui sont très loin, tu vois, là ici à Bruxelles, ils sont très loin de nous, en fait, ouais, c'est notre économie, c'est notre sécurité énergétique pour une partie de la population, notre sécurité alimentaire, c'est notre sécurité en eau aussi. Donc ces glaciers, ils sont vitaux aujourd'hui. Et le chiffre, c'est qu'entre 1,5 et 2 milliards de personnes sur Terre utilisent l'eau des glaciers pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer. Donc tu te poses la question, qu'est-ce qui va se passer pour ces 1,5 voire 2 milliards de personnes sur Terre quand pendant une partie de l'année, on risque de ne plus avoir de l'eau qui vient des glaciers. Donc ça, c'est un sujet super important. Ouais. Aujourd'hui, le niveau de la mer, il augmente de combien chaque année? Je crois que c'est entre 3 et 4 mm, si je ne me trompe pas. Ouais. Ok, 3 et 4 mm chaque année. Donc, ça veut dire qu'au bout de 10 ans, on atteint 3 cm.
On a souvent tendance à se dire, et c'était un peu mon cas, j'essaie toujours de retourner un petit peu dans l'état d'esprit et le schéma de pensée que j'avais à une époque où je n'étais pas sensibilisé sur ces enjeux-là, où moi ça ne me touchait pas quand on me disait ça. Ah ouais, je comprends. Fonte des glaciers et augmentation du niveau de la mer, je m'en foutais parce que quand j'allais moi, à travers mon prisme, à moi, à la côte belge, je voyais des digues suffisamment hautes, je me dis ouais l'eau, ça veut dire que je fais le calcul, ouais 2 mètres d'élévation, on est bien, 3 mètres d'élévation, on est bien. Ouais, d'ici là on pourra augmenter. On a un pays qui a la puissance et l'énergie qui permet de le faire. Ouais. Là où ça m'a par contre très surpris, et peut-être qu'il va devoir être beaucoup plus précise que moi là-dessus, c'est que ces petits millimètres d'augmentation, ces petits centimètres, dizaines, 20, 60 centimètres, en cas de tempête ou d'événement climatique intense, là, ils changent toute la donne. Et si tu pouvais nous approfondir ça, c'est ton champ de compétences, je ne sais pas du tout. Ça, c'est vraiment un sujet très important. En fait, il y a deux choses qui contribuent à l'augmentation du niveau des mers. Il y a les glaciers, on en a beaucoup parlé, les calottes polaires. Et il y a aussi le fait que plus l'océan il est chaud, plus il se dilate, en fait, plus il prend de place. Ça, c'est physique. Voilà, 1 litre d'eau chaude par rapport à 1 litre d'eau froide, 1 litre d'eau chaude va prendre un tout petit peu plus de place. Et aujourd'hui, voilà, on est entre 3 et 4 mm d'augmentation du niveau des océans. On sait que dans le passé, il y a très très longtemps, si on parle vraiment des temps géologiques, on a eu des épisodes où le Groenland et une partie de l'Antarctique s'étaient effondrés très rapidement, fameux point de bascule, et le niveau des océans pouvait augmenter de plusieurs centimètres par an. Donc on sait qu'il y a vraiment une capacité à passer de quelques millimètres à plusieurs centimètres par an, ça peut aller très très vite. Aujourd'hui, si on se regarde ce qui risque de se passer d'ici la fin du siècle, et on regarde le dernier rapport du GIEC par exemple, le dernier rapport du GIEC nous dit que si on fait un effort, on peut avoir à peu près entre 0 et 40 cm d'augmentation du niveau des océans dans le meilleur des cas. Ça ne va pas être homogène du tout partout sur Terre. Il y a des endroits où l'océan est encore plus chaud, des endroits où l'océan est un peu plus froid. On n'aura pas du tout les mêmes ratios. Mais entre 0 et 40 cm, gérable, adaptable, probablement. Déjà, c'est énorme pour certaines communautés. On sait que si on continue à émettre de plus en plus de gaz à effet de serre, on peut tout à fait aller au-dessus. Et on peut se rapprocher des 1 mètre d'élévation du niveau des océans d'ici la fin du siècle. Mais là, le rapport du GIEC a fait un truc de dingue sur le dernier rapport. Et si tu regardes, alors je ne sais pas si tu vas pouvoir montrer ce petit graphe des différents scénarios d'augmentation du niveau des mers, le GIEC a rajouté une ligne en rouge qui nous montre des phénomènes que l'on comprend encore assez mal aujourd'hui. Mais si ces phénomènes arrivent, en termes de déstabilisation des calottes polaires, les conséquences pourraient être vraiment catastrophiques. Et donc, c'est ces fameux points de bascule du Groenland, du glacier de l'Apocalypse. C'est ce qu'ils appellent low likelihood, high impact. Il y a peu de chances que ça ait lieu, mais si ça a lieu, ça c'est sûr qu'on va se manger une hausse du niveau des mers de dingue. Et donc, cette petite ligne en pointillé, elle nous montre qu'on peut dépasser les 1 mètre d'augmentation du niveau des mers d'ici la fin du siècle, si le Groenland et si l'Antarctique passent leur fameux point de bascule. Donc, notamment les barrières de glace qui s'effondrent ou le Groenland qui rentre dans un cercle vicieux qu'on ne pourra pas arrêter. Et aujourd'hui, la statistique, c'est qu'entre 0 et 10 mètres d'altitude sur Terre, il y a 700 millions de personnes qui habitent sur les littoraux, entre 0 et 10 mètres. J'avais lu une autre statistique qui disait que s'il y a juste 1 mètre d'augmentation, ce sera 1 milliard de personnes concernées. Donc, pas forcément déplacées, mais 1 milliard de personnes qui vont devoir gérer l'arrivée d'une nouvelle population, des activités économiques qui doivent se déplacer. Il y a des grosses déstabilisations dans la société. De toute façon, sans déconner, c'est 8 milliards de personnes qui sont concernées, même par 1 mètre d'augmentation du niveau des mers. Donc, c'est le port du Havre en France, c'est des activités touristiques, c'est des terres agricoles, que c'est vraiment fou, c'est des îles entières, des nations qui vont disparaître. Qu'est-ce qu'on fait avec Amsterdam qui est à 4 mètres en dessous du niveau de la mer ? Alors Amsterdam, oui, travaille très dur pour arriver à gérer ça. Ça fait depuis même quelques siècles qu'ils essayent de gérer l'océan qui grignote des terres. Ils ont essayé de prendre des terres sur l'océan. Ils ont un système de digues de fou, mais il faut être très très réaliste par rapport à l'avenir des pays comme ça. C'est pas que le Bangladesh, l'augmentation du niveau des mers, c'est directement chez nous, ici en Europe. Aussi, la Flandre exactement, aussi. la Flandre. J'ai plein de cartes à te montrer là-dessus qui sont complètement folles. Et qu'est-ce qu'on fait ? Au bout d'un moment, on peut pas arrêter un océan qui augmente, quoi. Donc, ce qu'on peut faire, c'est déjà essayer de contrôler, nous, ce qu'on peut contrôler, donc nos émissions de gaz à effet de serre, ça c'est clair. Donc, la différence entre agir contre le changement climatique, donc rester sous 1,5 degré ou dépasser les 1,5, 2, 3 degrés, c'est complètement dingue. C'est le jour et la nuit en termes d'augmentation du niveau des mers dans les prochaines décennies. Et ça se prépare tout de suite. Donc, ça veut dire que c'est sûr qu'il va falloir mettre en place des systèmes d'adaptation. Et Amsterdam, voilà, exactement, les Pays-Bas, la Hollande, la Belgique, vous êtes déjà dedans, c'est sûr. Mettre en place des digues, des systèmes comme ça.
mais qu'il ne faut pas oublier d'attaquer le problème à la source. Si on n'attaque pas le problème à la source... Oui, on ne fait que mettre des rustines et des ouais, pansements. Ça va être très, très, très compliqué. Ouais. Et donc, nous, on est en train vraiment de se rendre compte que, dans le passé, le Groenland, il nous a fait des effondrements, quoi. Et l'Antarctique aussi, l'ouest de l'Antarctique. Donc, quelque chose qui s'est passé il y a 300 000 ans, mais ça peut tout à fait se reproduire aujourd'hui. Et là, sans déconner, on fait tout pour. J'ai envie qu'on aille un peu du côté du permafrost en Sibérie, pergélisol, qu'on trouve un peu partout, au Canada aussi, il me semble. Il y en a pas mal, du permafrost. Ça aussi, c'est un truc on en a abordé une seule fois dans une vidéo. Première vidéo de la chaîne d'ailleurs avec Jean-Marc Jancovici. J'ai l'impression que quand on m'en parle, on me dit beaucoup « ouais, mais il y a des virus cachés dedans, etc. » Alors oui, je sais qu'il y a des endroits où on peut plus enterrer les morts dans le nord parce que il y a des morts qui ont été enterrés à l'époque de la grippe espagnole et visiblement il y a toujours la grippe espagnole qui est là, qui est dormante. On parle beaucoup qu'on a peur de tomber sur des mammouths dans lesquels ou des mastodontes dans lesquels il y a des virus d'époque et qui pourraient être dangereux, certes. Mais il y a pas mal d'histoires, c'est sûr. À partir du moment où j'imagine la Sibérie, j'imagine tous ces lieux où il y a de la vie et qui reposent sur un sol gelé. Si le sol il fond, forcément, la ville tombe, non? Ce sujet du permafrost, il est vraiment dingue. C'est quoi les problèmes qu'il y a de tout derrière? Il y en a tellement. En fait, merci d'en parler parce que c'est vraiment un sujet qui est assez technique. C'est assez obscur, j'ai l'impression, le permafrost. C'est assez mystérieux pour beaucoup de gens. Parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Techniquement, le permafrost, c'est le sol, en fait. Voilà. On ne peut pas le savoir. Tu creuses, il y a de la glace. Tu pelles, il n'y a pas de la glace, le sol est gelé. C'est ça, c'est la matière organique qui est gelée. C'est gelé, mais tu peux avoir en fait des sortes de carottes, des ice wedges, ils appellent ça. Tu peux avoir des gros morceaux de glace quand même. Et donc, c'est du sol, c'est du sol gelé. La définition exacte, c'est qu'il faut qu'il soit gelé au moins 2 années consécutives, sur plusieurs mètres. Et le permafrost, mais on en a une quantité de fou, en fait. Tu regardes dans l'hémisphère nord, un quart du sol de l'hémisphère nord, c'est du permafrost. Donc, c'est énorme. Donc, en grande partie, tu l'as dit, c'est Sibérie, Canada, Alaska, Groenland, Svalbard, toutes ces régions-là, toutes les petites îles aussi de l'Arctique. Et donc, là, si tu creuses, pendant l'été, ça va fondre un petit peu, c'est tout à fait normal. C'est ce qu'on appelle la active layer, la couche active. Mais en profondeur, ça va être complètement gelé et ça peut être gelé sur des centaines de mètres de profondeur. Il y a des mesures qui ont été faites sur 400, 700 mètres. Là où j'habite une partie de l'année au Svalbard, où c'est complètement gelé, quoi. Et le problème, ça fait partie de la cryosphère. Le permafrost, c'est pas compliqué. Lui aussi, il réagit au changement climatique. Et donc, quand il dégèle ce permafrost, ça crée tout un tas de conséquences. La première, c'est que le chiffre est dingue, 66% des bâtiments de l'Arctique, des infrastructures de l'Arctique, sont construites sur du permafrost. Donc, c'est des maisons, c'est des trucs sympas, comme des maisons, des villages, mais c'est aussi des routes, c'est aussi des aéroports, c'est aussi des pipelines, c'est aussi des zones de stockage d'énergie fossile ou de trucs très polluants. Donc voilà, dis-toi que 66% de ces infrastructures sont construites sur quelque chose qui est en train de dégeler. Et quand le permafrost il dégèle, en fait, tu as tout ton sol qui est en train de bouger. Et on le voit déjà, quand tu vas dans l'Arctique et que tu conduis ta voiture sur une petite route, tu vois que la route elle est comme ça, ça c'est directement lié au dégel du permafrost. Donc ça c'est fou, c'est qu'aujourd'hui, et c'est terrifiant je trouve, et c'est vraiment très triste, c'est qu'il y a beaucoup de communautés autochtones qui sont obligées de déplacer leur village aujourd'hui, tellement que le sol en fait est mité par ce dégel du pergélisol, du permafrost. Et dedans on parle beaucoup que c'est une forme de point de rupture, du coup, un lieu où une boucle de rétroaction pourrait faire émaner en fait, déjà des quantités immenses de CO2 et de méthane, tu m'arrêtes si je me trompe, si je comprends bien, mais genre dont l'équivalence est un pourcentage élevé par rapport à ce qu'on a déjà balancé dans l'atmosphère, quoi. Ouais, en fait, il y a un potentiel de réchauffement du permafrost, un potentiel d'émission d'équivalent CO2 qui est pratiquement du double de ce qu'on a dans l'atmosphère aujourd'hui. Donc c'est énorme, il y a beaucoup, il y a un gros potentiel dans le permafrost, quoi. Merci de m'avoir donné ce chiffre, je ne le connaissais pas. Donc, c'est-à-dire que si maintenant toutes ces boucles s'activent et que la fonte commence à accélérer, ça libère ce qu'on a déjà lancé dans l'atmosphère. Ouais. Ça peut libérer du CO2 et du méthane. En fait, alors, comment ça se passe? En fait, j'ai une image qui est un peu pourrie, mais n'hésite pas à me dire si c'est vraiment trop. Vas-y, fais-toi plaisir. L'image que j'utilise avec mes étudiants, c'est que j'explique que le permafrost, quand il est gelé, c'est un peu comme ta pizza dans le congèle, quoi. Tout va bien, elle bouge pas. Ouais. Mais ensuite, si tu la dégèles, donc tu la poses sur le bord de ta cuisine et tu la laisses pendant des jours, tu la laisses pendant des semaines, elle va dégeler et au bout d'un moment, ça va se mettre à sentir mauvais. Elle va commencer à se faire attaquer, il y aura de la mousse qui va grossir dessus. Bon, je ne recommande pas de le faire. Mais petit à petit, elle va se faire attaquer par des bactéries, par des microbes.
Et en fait, c'est un petit peu ce qui se passe au niveau du permafrost. Le permafrost, c'est de la matière organique qui s'est accumulée pendant des dizaines de milliers, voire des millions d'années. Donc, c'est de la forêt, de la prairie, la toundra, des animaux, tu vois, des mammouths qui sont tombés dedans. Tout ça s'est accumulé dans le sol, ça a gelé. Et au bout d'un moment, maintenant, ça commence à dégeler. Donc, il y a plein de nourriture, en fait. Il y a plein de nourriture pour ces microbes. Et quand les microbes se réveillent, ils vont commencer à manger cette matière organique et en respirant, eux, vont se mettre à rejeter du CO2 et du méthane. Et donc, c'est suivant les conditions. S'il y a beaucoup d'oxygène ou très peu d'oxygène, ils vont émettre soit du CO2, soit du méthane. Donc, il y a évidemment des gaz très efficaces pour réchauffer la planète. Et voilà, c'est vraiment une boucle de rétroaction de fou où le permafrost dégèle parce qu'il fait de plus en plus chaud, parce qu'il y a de plus en plus de CO2 dans l'atmosphère. Et en même temps, lui, va rajouter une quantité de CO2 de dingue qui va encore plus accélérer le dégel du permafrost. Je voudrais avoir ton avis sur l'expérience d'Asimov, qui voudrait, si je ne me trompe pas, parce que ça fait longtemps que j'ai plus creusé ce truc, mais qui veut amener une sorte de nouveau biotope, une autre biodiversité qui va permettre de créer les forêts qui sont sombres, hein, ces forêts de conifères et tout ça, les transformer en prairies plus claires, pour justement rejouer sur cette notion d'albédo, pour que ça reflète plus la lumière du soleil, que ça se réchauffe moins, pour protéger. Et il en fait une expérience. Ça tient la route, cette géo-ingénierie Écoute, on joue à l'apprenti sorcier, là. Hein. Ouais, je t'avoue qu'on en parle beaucoup dans les médias, ouais, de cette théorie. De très loin, ce qui marchera le mieux pour le permafrost, c'est d'arrêter d'augmenter la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je ne sais pas si on aura le temps de le faire, hein, cette histoire de mammouth, de tasser les prairies. Superficie de malade. Hein, c'est sûr. Mais ça va demander beaucoup de boulot, mais je pense qu'on n'a pas tout à fait le temps. On décolle, on quitte le permafrost, on quitte ces zones-là, et là maintenant, on va s'attaquer à du dur. Mais avant de s'attaquer à ce dur, et alors ça c'est ma vision personnelle, c'est pas du tout, je pense, la vision des scientifiques. Pour vous, prenez parti du principe que tout est important au même niveau. Mais pour le peu que j'ai un peu creusé le truc, je me suis dit, ah ouais, il faut qu'on en parle. On va parler de l'Antarctique de l'Ouest, des glaciers de l'Apocalypse. Je vais me parler du Larsen C aussi. Mais avant ça, je voudrais qu'on parle un peu de vous, les glaciologues. Vous mettez vos vies en danger pour avoir de la mesure, pour connaître l'empreinte du passé. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est grâce à ces glaciers qu'on est capable aujourd'hui de vraiment dire que ce qui se passe en termes de vitesse, de vitesse du changement climatique et d'intensité des phénomènes est dû aux activités humaines? Comment est-ce que les glaciers rentrent dans cette notion par rapport à l'empreinte du passé? Complètement. Je pense qu'il faut absolument qu'on parle d'un grand monsieur qui s'appelait Claude Lorius. Un Français. Ouais, Français Claude Lorius. Alors malheureusement, qui est mort il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois. Claude Lorius, c'est, t'imagines Yoda en glaciologie, quoi. C'était vraiment la légende absolue. Okay. Claude Lorius, tu sais, quand il avait la vingtaine, il était tout jeune, et il a décidé de partir en Antarctique. C'était l'année, comment on appelle ça, l'année polaire internationale. Et il a saisi cette opportunité pour partir en hivernage en Antarctique. Il avait, je crois, 22-23 ans, tout jeune. Et donc, il part dans une base en Antarctique qui était enterrée dans la neige, mais vraiment un truc de fou, ultra spartiate. Enneigé, englacé. Englacé, ouais, exactement. Et en fait, il a passé pas mal de temps là-bas, plusieurs mois, voire plusieurs années ensuite. Et il a eu vraiment un moment eureka de dingue quand il était là-bas. En fait, il était parti pour aller étudier la glace. Tu me diras, bah oui, on est en Antarctique forcément. Mais en fait, si tu regardes la glace de glacier, la glace que tu trouves sur la mer de glace, que tu trouves dans l'Arctique ou en Antarctique, si tu la regardes de près, elle est pleine de petites bulles d'air. Mais vraiment, par milliards, par trilliards de petites bulles d'air. En fait, c'est quand les flocons de neige ils tombent sur ces glaces. Il y a de l'air. Petit à petit, avec leurs petites branches, là, voilà, ils bloquent des petits échantillons d'air. Et au bout d'un moment, pop, la glace se forme et les bulles d'air, en fait, elles se retrouvent bloquées à l'intérieur. Et Claude Lorius, il a eu un moment eureka de dingue. C'est que, bon, tu sais, les glaciologues, hein, on aime bien l'apéro. Tous les jours, il se prenait un petit coup à boire. Apparemment, il prenait un petit goût de whisky. Et donc, il se souvient... Il y avait beaucoup de glace. Il y avait beaucoup de glace, clac, petit morceau de glace. Donc, il met cette glace, donc ces glaçons naturels, dans son verre. Et il regarde le verre. Alors, je raconte ça très mal, mais il remarque qu'il y a les petites bulles d'air qui s'échappent et qui remontent à la surface. Et lui, il étudiait juste la glace en elle-même. Des bulles d'air préhistoriques. Mais en fait, personne, jusqu'à ce moment-là, s'était posé la question, mais attends, c'est quoi ces bulles d'air? Est-ce qu'on peut pas étudier ça? Et donc, ça a été vraiment le pionnier qui a compris qu'en fait, ces bulles d'air, attends, mais ça se trouve, c'est des échantillons d'atmosphère qui peuvent avoir des milliers, voire des centaines de milliers d'années.
Et donc, il s'est vraiment spécialisé et il a créé toute cette nouvelle branche en fait de la glaciologie. C'est lui qui allait chercher ces carottes de glace, voilà. Exactement, les fameuses carottes. Et donc, il allait récolter des carottes de glace très profondes en fait en Antarctique. C'est l'Antarctique. On va jusqu'à combien Ça peut faire 3-4 km d'épaisseur de glace, donc il y en a vraiment beaucoup. On sort 3-4 km de... Ouais, par petits bouts. Hein. Ouais. Oh non, bien sûr, mais quand même, attends, en profondeur. C'est énorme comme boulot. Attends, mais 3-4 km, j'imagine, je marche 3-4 km en profondeur. Mais la glace qui est là-bas, ça date de quand? Voilà, la glace peut être vraiment très, très ancienne. Donc, Claude Lorius, si je ne me trompe pas, il a récolté des carottes de glace qui avaient entre 400 000 et 800 000 ans. Donc, c'est ultra ancien. Là, sur des périodes aussi anciennes, en fait, tu peux vraiment reconstruire des périodes glaciaires où tu avais beaucoup de CO2. Et en fait, je parle du CO2 parce que dans ces petites bulles d'air, tu peux mesurer, même si elles sont microscopiques, quelle était la quantité de CO2, de méthane, de dioxyde d'azote il y a 800 000 ans. Ah oui, c'est de l'air. Ouais, c'est de l'air. Donc, même si c'est tout petit, on a vraiment des instruments de pointe aujourd'hui. On peut tout à fait le faire. Quand il y avait beaucoup de CO2 dans l'atmosphère, il faisait très chaud. Donc, c'était des périodes interglaciaires. Et quand il y avait un petit peu moins de CO2, il faisait plus froid. C'était une période glaciaire et les glaciers grossissaient sur Terre. Et donc, Claude Lorius, il est arrivé à reconstruire ce fameux graphe avec ce spaghetti qui monte et qui descend sur 800 000 ans, qui est vraiment ultra parlant. Et en fait, il nous a permis de comprendre les changements climatiques naturels passés. Donc, les fameux cycles de Milankovitch que l'on retrouve dans ces petites bulles d'air dans la glace. Cycle de Milankovitch, cycle solaire, lié à l'activité solaire, plus intense, moins intense, plus intense, exactement. Moins intense. Oui, tout à fait. A permis de démontrer quoi exactement sur ces 800 000 dernières années? En fait, tu compares avec ce qui se passe aujourd'hui. Et tu remarques que c'est clair que sur 800 000 ans, on n'a jamais eu autant de CO2 qui a augmenté aussi rapidement. Ça, c'est clair. On n'avait jamais dépassé une certaine concentration de CO2. Aujourd'hui, on arrive vraiment à remonter le temps encore un peu plus loin, sur 2-3 millions d'années. Ça, c'est avec la sédimentation. Avec d'autres outils, d'autres carottes aussi. Ouais. Et on arrive à savoir qu'on n'a jamais eu autant de CO2 sur une période aussi longue. Mais c'est vraiment frappant, en fait, grâce à la glace des glaciers, de comprendre que c'est les meilleures archives, en fait. Je suis un peu biaisée, il y a plein d'autres archives super du climat. Non, bien sûr. Mais la glace des glaciers nous permet vraiment de reconstruire la vie sur Terre, les changements de climat sur Terre sur des périodes très longues. Et là, en ce moment, en Antarctique, il y a des nouvelles carottes qui ont été faites, qui pensent pouvoir peut-être avoir trouvé de la glace qui avait 1 million d'années, voire 1,5 million d'années. Wow. Donc, on remonte un petit peu plus loin, de plus en plus. Et là aussi, on va analyser les concentrations en CO2, en méthane, en dioxyde d'azote, etc., etc. Donc, ça nous permet vraiment de distinguer en fait les changements climatiques passés naturels des changements climatiques actuels qui n'ont plus rien du tout de naturel. On parvient donc à définir l'âge, mais comment on peut dater la glace qui est là? Ça aussi, c'est un truc qui m'intrigue. On connaît la datation au carbone 14 quand il s'agit d'objets solides. Est-ce que c'est possible avec des objets gazeux? Je ne sais pas. Déjà, parfois, dans des temps pas très anciens, on arrive à retrouver une couche de cendres volcaniques. Ça, c'est dingue. Ça, c'est gold. Là, quand tu étudies ta carotte de glace et que tout d'un coup, tu as une couche de cendres, en fait, aujourd'hui, on arrive à dire c'était tel événement volcanique, c'était telle année, ça venait, tel type de cendre venait de tel volcan, et ça, on l'a daté très précisément. Donc ça, dans des temps pas ultra anciens, d'avoir des couches de cendres volcaniques, ça nous aide beaucoup. Parfois, on a un petit peu de matière organique, mais bon, c'est très très faible en Antarctique, qui nous permettent de faire de la datation au carbone 14. On arrive aussi, et ça, on le fait avec des rayons X, on fait des radios des carottes de glace. On arrive en fait à compter les années, un peu comme les cernes d'un arbre où tu comptes tes cernes année après année. La glace, on sait que chaque hiver, en quelque sorte, pour simplifier, on a une nouvelle couche qui se forme. Et donc, quand tu as ta carotte, au début, les couches, elles sont assez épaisses. Et puis, au bout d'un moment, la glace devient tellement tassée qu'on est obligé de faire passer la carotte au rayon X. Et au bout d'un moment, ça devient tellement tassé qu'on n'arrive plus à voir les différentes années. Parce qu'il y a une pression immense aussi, c'est ça. T'imagines 4 km de glace, quoi. C'est vraiment qui est prisonnier au fur et à mesure du temps, en fait, se retrouve écrasé. Mais c'est très difficile aussi, alors, du coup, de retrouver une forme de matière parce que la matière est nécessairement pulvérisée par le poids, en quelque sorte. Alors, tout est écrasé comme j'allais dire un château de cartes, mais un jeu de cartes qui est complètement compressé. Au bout d'un moment, ça devient très difficile de distinguer. Et là, pour distinguer, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des modèles mathématiques. Parce qu'on arrive très bien aujourd'hui à reconstruire quelle était la quantité de neige qui tombait en Antarctique il y a 100 000 ans, 200 000 ans. Et donc, suivant l'accumulation, on sait l'épaisseur des différentes couches de glace qui ont été enterrées depuis 200 300 000 ans. Et donc, on arrive à savoir telle couche, ça devait correspondre à peu près à tel âge.
Mais ce qu'on utilise, c'est pas que la petite bulle d'air, on utilise aussi la glace autour. Et la glace autour, elle aussi, elle a plein de trucs à nous raconter. Donc ça, Claude Lorius aurait pu nous faire tout un exposé cet après-midi là-dessus. C'est toi, il dit. C'est toi, tu écoute, j'essaie de paraphraser ce qu'il nous aurait expliqué. Mais en fait, tu peux étudier les isotopes d'oxygène dans la glace en elle-même, H2O. Hein. Et en fait, les isotopes changent aussi suivant les températures. Donc c'est en fait une autre façon aussi de reconstruire les températures. Les bulles d'air, concentration des gaz à effet de serre. Les isotopes d'oxygène, ça donne une idée des températures. Donc les deux sont en fait reconstruits de façon indépendante. Ça, pour les climato-sceptiques, c'est très important. Nous, on n'est pas juste à dire « Ah, il y avait beaucoup de CO2, donc forcément, il faisait très chaud sur Terre ». En fait, on peut le prouver qu'il faisait plus chaud sur Terre grâce à des isotopes. Donc là, on rentre dans des trucs chimiques compliqués. Mais les isotopes d'oxygène, les ratios d'isotopes d'oxygène vont changer suivant les températures qu'on avait sur Terre. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais c'est vachement important pour nous de nous faire deux façons de reconstruire le climat indépendantes. Bah oui, parce que forcément, vous faites une sorte de double aveugle, en quelque sorte. C'est-à-dire que exactement. vous faites vos mesures et vous arrivez à tel résultat en prenant cette idée-là, cette notion-là, ce calcul mathématique par rapport aux isotopes, et puis vous le comparez au reste, et après vous regardez le final, et si vous voyez que les deux choses correspondent, vous dites « Ah bah ok, bingo !» Mais 3 choses, 4 choses, plus ce qui se passe en sédimentation, plus ce qui se passe dans la... T'appelles ça la cime des arbres, c'est ça Ouais, exactement, la dendrochronologie. Voilà. Et donc j'imagine que lorsqu'on a, et c'est un peu tout ce travail que fait le GIEC et tout ça, c'est il prend toute la littérature scientifique de domaines très différents qui arrivent à des résultats en disant ok, bon bah visiblement on tombe sur les mêmes résultats partout, donc la méthode est solide. Exactement. Et merci pour le travail que vous faites, merci Claude Lorius. Paix à son âme, vraiment, parce que vous amenez quelque chose qui est très concret. Je fais des conférences dans les écoles et souvent on me pose la question, mais qu'est-ce qu'on en sait que le climat change Et puis je donne toujours l'exemple du carottage de glace qui est merveilleux parce que je veux dire, c'est là quoi. C'est quelque chose qu'on va chercher, qui existe, qu'on mesure, qu'on peut maîtriser et c'est beau parce que ça démontre à quel point l'humanité a réussi à arriver à une précision incroyable en termes de comprendre les choses à travers une empreinte, une trace qui nous reste et d'arriver via des modèles de probabilité de se dire ok, on a autant de pourcentage de chances de se dire qu'à ce moment-là, il faisait autant de degrés, à ce moment-là, il faisait ça. Ça permet vraiment de rendre les choses beaucoup plus compréhensibles, mais vous vous mettez en danger aussi. Alors, je dis pas d'arrêter de le faire. Continuer à le faire, c'est important pour la science. Important, Mais toi, Eddy, tu as failli personnellement frôler la mort. Et chaque année, ça se passe. On a des articles qui tombent avec des expéditions où des gens, malheureusement, une personne est morte, tombée dans un glacier. Je veux dire, je vois des images, et des images effrayantes, des images souvent qui arrivent sur Internet, de gens qui sont en train de faire du ski sur un glacier et qui tombent dans une crevasse. Ouais, c'est affreux. Ça fait très peur. Toi, qu'est-ce qui t'est arrivé, toi, c'est une autre histoire. Une crevasse. Ouais, ça s'est arrivé, c'est un petit bout de temps maintenant, c'est il y a une quinzaine d'années, Et je pense que j'y pense tous les jours, en fait, à cet accident. Désolé de te le rappeler. Non, mais c'est comme ça qu'on apprend. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance de m'en sortir. En fait, ce qui s'était passé, c'est que j'étais au cœur de l'Arctique à ce moment-là. C'était la première fois, en fait, que je passais plusieurs mois en Arctique, sur l'archipel du Svalbard, à 1000 km du pôle Nord, l'université la plus au nord du monde. Au bout de 6 mois, tu as vraiment l'impression de bien comprendre ton environnement, quoi. J'étais super en confiance. J'avais suivi des cours sur les avalanches, les crevasses, les glaciers, quoi. Franchement, tu sais, quand t'es jeune, j'avais 20 ans à l'époque, t'as l'impression de tout comprendre très vite. Et en fait, on a fait une bêtise monumentale. J'étais avec un pote et il avait neigé, on avait eu un blizzard pendant une semaine. Un blizzard là-haut, c'est qu'il fait pratiquement 0 degré, donc il fait très chaud. C'était en plein hiver, au mois de décembre. Il fait nuit 24 heures sur 24. Donc il fait nuit noire, mais nuit noire pendant des mois et des mois. La tempête s'arrête, on se dit oh, allez go, on va faire la montagne qui est juste derrière la ville, on va se balader. Et en fait, on décide de y aller sans frontale. Je sais pas, c'était complètement stupide. Sans lumière frontale. Sans lumière, parce que on voyait à peu près avec la lune en fait, voilà, qui brillait sur la neige. Et puis en fait, nuage à l'horizon, ça va le faire. On décide de prendre un petit raccourci. Et puis en fait, ce petit raccourci il devient de plus en plus pointu. Et je me dis mais j'ai pas du tout le souvenir que cette montagne a été aussi pentue. Et en fait, on commence à monter, puis on commence à utiliser les mains, les pieds, à essayer d'un peu d'escalader, tu vois, cette pente neigeuse qui devenait vraiment ultra verticale. Et le temps qu'on réalise qu'on était en train de faire une connerie, tout d'un coup, c'est vraiment un truc qui glace le sang. En fait, t'entends les couches de neige qui s'effondrent sous tes pieds. Et ça, quand tu l'entends, c'est un son sourd. Une basse comme ça. Vraiment une basse. Ouais. Et là, tu dis... Là, c'est la merde. Et là, j'ai juste eu le temps de crier en fait sur mon pote qui était juste en dessous, de lui crier avalanche.
parce que j'étais pas sûre que lui l'avait entendu. Et tout d'un coup, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est comme un millefeuille, voilà. Ouais. Donc ça se tasse et ensuite ça part. Le millefeuille, c'est un excellent exemple. Ouais. Et en fait, on a eu une sorte de glissement de terrain. Donc c'était un mélange de neige et de pierre. En fait, les montagnes sont très sédimentaires, tout dégringole tout le temps là-haut. Et tout est parti quoi sous nos pieds. Et ça a été, c'est assez fou en fait dans ta tête ce qui se passe à ce moment-là. Moi, je me souviens, quand ton cerveau va à 10 000 à l'heure, moi, instantanément, je me suis dit, mais là, on a fait une énorme connerie, on va mourir. C'est vous qui l'avez déclenché ? Oui. C'était vraiment nous qui avions fait une bêtise, mais une bêtise de débutant. C'est vraiment le b.a.-ba d'aller en montagne, de ne pas faire ce genre de bêtises. Et je me souviens penser à ma mère qui me disait, mais qu'est-ce que vous êtes bête de mourir comme ça, quoi. Et moi, j'avais de la neige plein dans la bouche, on s'est fait tacler par les pierres dans tous les sens. Tu te demandes si tu es en train de te faire péter de partout. T'es tellement dans l'adrénaline, dans la peur, qu'en fait, tu sais même pas si t'as ton bras qui est parti, qui est cassé ou autre. Ouais, quoi. Vraiment, ouais. Exactement. En fait, tu te demandes qu'est-ce que j'ai pété, qu'est-ce que j'ai cassé, est-ce que j'ai encore mes jambes qui sont accrochées, mais vraiment, ce qui te passe par la tête est fou et ça va très vite. Donc, on a fait une chute d'à peu près 100 mètres et tout d'un coup, tout s'arrête. Et quand tout s'arrête, t'imagines, on avait tout perdu. Donc, j'avais perdu mes bottes, j'avais perdu mon bonnet, mes gants, et il fait nuit. Et là, t'es tellement perturbé, tu sais plus où est le haut, où est le bas. Et moi, je me souviens quand tout s'arrête, me dire est-ce que je peux respirer ou pas ? Et en fait, j'avais de la neige dans la bouche, mais je me rends compte que j'ai pas la tête qui est enterrée. Miracle, quoi. Donc, je suis pas du tout enterrée sous des mètres et des mètres de neige. J'ai juste la tête qui dépasse. Et me dire instantanément, donc t'es bloqué en fait dans une sorte de béton de neige et te dire est-ce que je sens mes mains, est-ce que je sens mes pieds ? Et en fait, j'avais ultra mal au dos très vite. Tu vois, t'as la douleur qui te vient. Oui, et puis t'as le froid, quoi. Donc, qu'est-ce que tu sens ? C'est engourdi. Et en fait, j'entends mon pote qui est devant moi, je l'entends bouger. Apparemment, lui, ça va, il est pas du tout enterré. Et tout d'un coup, il se met à courir vers moi. Et j'essaie de faire bouger mes doigts de pied. Et je sens que je peux faire bouger mes doigts de pied. Et j'avais très peur d'être paralysée. Finalement, ça allait. Et donc là, il me sort de l'avalanche. Et je me dis, voilà, faut peut-être pas me bouger. Mais bon, finalement, tu peux pas rester là, t'as tellement froid. Et là, en fait, on est au milieu de nulle part. On n'a pas de téléphone satellite. On n'a pas de téléphone. Humidité qui tombe, quoi. Ouais, donc là, tu te dis, mais qu'est-ce qu'on fait ? Et donc, on était en chaussettes et on a dû descendre le glacier pour se rapprocher de la ville. Et quand on a eu de la connexion, voilà, on a appelé les secours qui nous ont bien, à la norvégienne, je pense, ils ont vu qu'on était vivants, ils nous ont bien engueulés. On a passé pas mal de temps à l'hôpital ensuite et finalement, rien de grave. C'était vraiment un miracle. Et tu vois, je pense pour moi, mine de rien, c'était la meilleure leçon que je pouvais avoir avant de devenir glaciologue. Avant, tu sais, tu te sens des ailes qui poussent dans le dos, tu as l'impression d'être beaucoup plus forte que la nature. Et ben non, finalement, la nature, c'était un rappel à l'ordre qui était nécessaire à ce moment-là. Bien sûr, je souhaite à personne de se faire prendre dans une avalanche. On a eu beaucoup de bol, mais c'était une grosse leçon et c'était le moment pour moi d'avoir une bonne leçon, je pense. Ouais. Mais après, tu as continué, tu as été en Antarctique. Ah, j'ai pas arrêté, après, c'est sûr. C'est ça, ouais. et c'est beau parce que, je t'ai dit, je parle avec toi, on a parlé un peu avant, je te sens vraiment aligné dans l'amour vraiment de ce que tu es en train de faire. C'est sûr. Et sans doute que cet événement a été une forme d'humilité arrivée au bon moment, qui te permet aujourd'hui d'écrire, de conscientiser des gens comme moi, de conscientiser d'autres personnes et de nous partager cette réalité qu'on a tendance à ne pas mesurer parce qu'elle est lointaine. Et cette réalité qui va impacter le reste du monde, qui est déjà en train de le faire, où là, j'ai envie qu'on creuse un élément, mais qui est tellement important, c'est le glacier de l'Apocalypse. Ouais, l'ouest de l'Antarctique. Il y a toute une histoire avec ce glacier-là. Voilà. Alors, l'ouest de l'Antarctique, c'est ce glacier qui est ici. J'ai envie que tu me parles notamment du Larsen-C, de ce bouclier, cette barrière-là. Qu'est-ce que ça signifie par rapport à l'humanité et à la planète Terre, cette zone-là de l'Antarctique? Ouais, l'Antarctique, en fait, on a du mal à s'imaginer déjà ce que ça représente. Donc, c'est le pôle sud, l'Antarctique. C'est grand comment? Parce que il y a des maps mondes qui sont en train de nous biaiser, où on voit quelque chose parfois de petit, parfois de gigantesque. J'arrive pas à le comparer par rapport à n'importe quel autre continent. C'est quoi? Australie, par exemple? En fait, c'est 25 fois la taille de la France. C'est à peu près la taille des États-Unis, comment on appelle ça, contigus. Tu vois, ouais, c'est énorme. Ouais, c'est vraiment. Moi, je pensais que c'était l'Algérie. Qui est un grand pays aussi, mais c'est vraiment, vraiment gigantesque. Ouais. Ah ouais, c'est autant de fois. Attends, donc c'est comme les États-Unis, mais logé là-bas, quoi. Couvert de glace, pratiquement totalement couvert de glace. Il y a quelques régions où il n'y en a pas trop. Et l'Antarctique, pour nous, ça a été une énigme très, très longtemps. Si tu regardes les premiers rapports du GIEC, tu regardes ce qu'on comprenait à l'époque, dans les années 90 sur l'Antarctique, pas grand-chose.
Et on a dû vraiment attendre que les outils s'améliorent. Je peux me permettre? Ouais, vas-y, je ne t'en sais plus prie. qui a dit ça, mais c'est très connu, il y a une phrase très connue qu'on en connaît plus sur la Lune et dans l'espace que de l'Antarctique. Je pense que c'est pas faux. Ça Bah, fait mal de tout le comme dire, des fonds marins d'ailleurs, hein, mais Ah oui, c'est dingue, quoi. Ouais, mais c'est tellement grand. En fait, c'est tellement grand, c'est tellement loin de tout, c'est tellement extrême que c'est très difficile à étudier, mine de rien. Alors, il y a des stations qui Extrême, c'est-à-dire, on atteint combien de degrés, là? Bah là, je suis les hivernants qui sont au pôle sud. Le soleil vient de revenir aujourd'hui. Et il faisait moins 80 là avant-hier, je crois. Ouais. Ça pique, hein. Moins 80? Ouais, moins 80, 8-0, ouais. Question, tu survis combien de temps? Tu sors de la station, tu dois aller vite fait dans un truc, tu dois parcourir 20 mètres, il fait moins 80, tu sors... Ah là, faut être efficace, je pense. Bah, tu sais, ils ont ces fameuses photos où ils cuisinent des pâtes, et ils sortent les pâtes avec leur fourchette, ils le laissent dehors et en 5 secondes, tout le plat est figé. Ça, c'est assez marrant. Ouais, donc pour permettre tu n'as pas la envie vie, de faire ça avec toi, quoi. C'est ça. Moins 80. Et raconte-nous un peu. Ouais, donc l'Antarctique, voilà, c'est gigantesque et ça contient énormément de glace. Ouais. Donc si, tu sais, on parlait du Groenland tout à l'heure. Le Groenland, s'il disparaît, c'est 6 à 7 mètres d'augmentation globale du niveau des mers. L'Antarctique, c'est 58 mètres. Donc l'Antarctique, ça n'a rien à voir, en fait. Ouais. C'est un peu de mothership, quoi. C'est vraiment, c'est absolument gigantesque. Et donc, même si on perd une toute petite partie de l'Antarctique, vraiment une fraction de l'Antarctique, immédiatement, c'est des conséquences sur des centaines de millions de personnes sur Terre en termes d'élévation du niveau des mers. Donc pour nous, aujourd'hui, je te garantis que la plus grande majorité des glaciologues travaillent sur le Groenland et sur l'Antarctique. Parce que voilà, si ces géantes de glace réagissent, et c'est tout à fait le cas aujourd'hui... Ils réagissent. Elles perdent, c'est vraiment ces calottes polaires, elles perdent des centaines de milliards de tonnes de glace par an dans l'océan. J'arrive pas à me rendre compte ce que ça en fait, c'est très difficile. Je pense que c'est pas des chiffres là qui parlent à qui que ce soit. Des centaines de milliards de tonnes. T'as vu, t'as même fait tomber le livre derrière toi tellement. Ça l'a choqué, ouais, exactement. Centaines de milliards de tonnes de glace. Donc par la fonte et par le fait qu'il y ait des icebergs qui se décrochent et qui tombent dans l'océan. Donc voilà, c'est les deux processus par lesquels ça marche. Et en fait, en Antarctique, il y a un truc de dingue qui se passe. C'est qu'on a ce qu'on appelle des barrières de glace qui sont un peu, on va dire, les gardiennes, les stabilisatrices de la calotte polaire. Alors, c'est un peu technique, mais donc en Antarctique, t'imagines, c'est une sorte de grand champignon de glace. La glace, elle a sans arrêt envie d'aller de l'intérieur vers l'océan. La glace est toujours en mouvement. Expansion, quoi. Elle est toujours en train de se déplacer, et naturellement, par gravité, sous son propre poids, elle va avoir envie d'aller en direction de l'océan. Et nous, on n'a pas envie qu'elle aille trop vite en direction de l'océan. Un océan qui se réchauffe. Voilà, qui risque d'augmenter le niveau des océans. Donc, on veut que ça soit pas trop rapide. Et en fait, on a ce qu'on appelle des barrières de glace. Donc, c'est la glace du continent qui s'écoule sur l'océan et qui se met à flotter. Et en fait, elle se met à flotter dans des baies naturelles. Donc, t'imagines une baie naturelle. Et en fait, la glace, elle va un petit peu mettre les deux pieds comme ça. Elle va un peu se ralentir. Donc, elle flotte, mais cette barrière-là, elle va ralentir le mouvement de la glace qui est derrière elle. Je simplifie à mort, mais c'est comme ça que ça marche, en fait, ces barrières de glace. Elles sont dans des baies naturelles, elles s'accrochent sur les côtés. Et elles sont sur l'eau. Elles sont sur l'eau, elles flottent, et donc elles ralentissent toute cette glace, qui n'a qu'une envie, c'est de se jeter dans l'océan. Et ces barrières de glace, donc c'est ce que je suis allée étudier en 2015. Il y en a une qui s'appelle le Larsen C, le Larsen C Ice Shelf, on appelle ça en anglais. Et elles sont gigantesques. Il y a des barrières de glace qui font la moitié de la France, par exemple. T'imagines des surfaces énormes, quoi. Et 70% des côtes de l'Antarctique sont connectées à une barrière de glace. Donc c'est génial. Tant que ces barrières de glace, elles sont là, tout va bien. Et le souci, c'est que c'est un peu comme la banquise, elle flotte en fait. Elle flotte sur l'océan, sauf que l'océan, il se réchauffe en Antarctique, donc elles fondent par-dessous. Et elles fondent très rapidement par-dessous. Mais on a aussi la température de l'air qui augmente en Antarctique, donc elles fondent par-dessus. Donc on a vraiment des barrières de glace qui fondent un peu par les deux bouts. L'eau grappille en dessous, elles se font grignoter par-dessous. Et au-dessus, l'air forcément. Et donc tu as cette barrière qui est en train de maintenir en fait mais des milliards de litres, j'en sais rien, de mégalitres, je sais pas comment est-ce qu'on peut dire ça, qui n'attendent qu'une seule chose, c'est par leur poids, par la gravité, plonger dans la mer, et là ça serait compliqué. Mais attends, alors je comprends pas. Si jamais, admettons, elles lâchent ou qu'elles se dissipent, est-ce qu'il n'y a pas un transfert où les glaciers plus hauts deviennent ensuite une barrière? En fait, c'est une très bonne illustration. Ces barrières de glace, c'est un peu comme le bouchon d'une bouteille de champagne. Une fois qu'elles partent, si elles partent à cause de la fonte, donc ce qui se passe, c'est qu'elles sont fragilisées. Plus elles s'affinent, plus elles perdent en épaisseur, plus elles risquent de s'effondrer. Ces barrières de glace, c'est pas un processus tout tranquille, graduel. On est vraiment en train de remarquer que ces barrières de glace, elles peuvent disparaître, elles peuvent s'effondrer en quelques semaines, en quelques mois à peine. Ça s'est déjà produit sur la péninsule antarctique, c'est cette petite virgule là qui dépasse de l'Antarctique. On a perdu la barrière de Larsen A, la barrière du Larsen B en 2002.
Et on s'intéresse vraiment à la barrière du Larsen C, qui est un peu la suite de la péninsule antarctique, en se disant combien de temps elle va pouvoir tenir. Et là, pour l'instant, la barrière du Larsen C vraiment perd beaucoup en épaisseur. Et au bout d'un moment, elles sont tellement fragiles qu'elles n'arrivent plus du tout à retenir la glace qui est derrière elles. Donc elles s'effondrent. Et une fois qu'elles se sont effondrées, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu le bouchon de la bouteille de champagne. Toute la glace qui était retenue derrière, tout d'un coup, va accélérer et va se jeter dans l'océan. Le processus va être plus rapide. Va être beaucoup plus rapide. Et tu me parlais d'un glacier qui est vraiment, voilà, qui a un nom de fou, le glacier d'Apocalypse. C'est un peu ça, ouais. Donc c'est cette région, voilà, qui s'appelle l'Antarctique de l'Ouest. En Antarctique de l'Ouest, t'as suffisamment de glace, en fait, pour augmenter le niveau des océans entre 3 et 5 mètres. Et ce glacier de l'Apocalypse, en fait, il y en a deux qui sont vraiment côte à côte. Tu as Pine Island Glacier et Thwaites Glacier. Et les deux, en fait, sont connectés à leur barrière de glace, à leur bouchon de la bouteille de champagne. Et là, on est en train de voir, on est vraiment très sérieusement en train de se demander, en fait, est-ce que le bouchon, il est encore là ou pas? Ou est-ce qu'il est complètement en train de s'effondrer? Il y a vraiment un débat au sein de la communauté scientifique aujourd'hui. Il y a une partie qui vont dire que l'effondrement est déjà en train de se produire. Donc, on va se taper 3, 4, voire 5 mètres d'élévation du niveau des mers. Si tous les glaciers de l'Antarctique de l'Ouest continuent à accélérer, à se jeter dans l'océan, ou est-ce qu'on est encore à quelques décennies de l'effondrement de cette barrière de glace? Donc là, on est vraiment à un moment charnière en glaciologie, en fait, dans toutes les sciences de la cryosphère. On est en train de se rendre compte qu'on s'approche très vite de points de bascule, les fameux tipping points. Beaucoup de ces points de bascule sont autour d'une augmentation globale de température de 1,5 degré. On se rend compte que si on dépasse 1,5 degré, en fait, on risque d'enlever ces bouchons de bouteilles de champagne, on risque de faire disparaître la banquise en Arctique pendant l'été, on risque d'accélérer la fonte du permafrost, le dégel du permafrost tellement rapidement qu'on ne pourra plus le récupérer ensuite. Il y a beaucoup de points de bascule qui sont associés aux calottes polaires, au permafrost, à la banquise, qui sont autour de 1,5 degré d'augmentation de température partout sur Terre. Et là, tu le sais mieux que moi, les 1,5 degrés, on est en train d'y courir. Il n'y a aucun doute là-dessus. Le CO2 continue à augmenter dans l'atmosphère. Le GIEC le dit qu'on peut éviter de dépasser la barre des 1,5 degrés, mais voilà, il va vraiment falloir cravacher très dur. Ça demande de faire plus que les COP. Voilà, plus que les COP, plus que tout ce qui est en place aujourd'hui, en quelque sorte, parce que là on va vers une augmentation de température entre 2,7 et 3 degrés. Si on met en place, en fait, vraiment toutes les stratégies qui sont discutées en ce moment. 2,7, 3 degrés, sans compter les boucles de rétroaction, voilà. Comme le c'est vachement important. etc. C'est capital de parler de ça. C'est-à-dire que c'est mesuré sans se dire il faut qu'on rajoute un effet de réchauffement dû à El Niño qui augmente à chaque fois les paliers. Enfin, c'est encore projet de recherche, mais qui semble monter à chaque fois les températures d'un cran, le pergélisol, tout ça. Et qui pourrait amener à plus. Là, c'est sombre. Vous connaissez, on a bien dépassé les limites ici. Mais alors, c'est quoi les solutions? Ce glacier de l'Apocalypse, les glaciers un petit peu partout sur Terre, tant que glaciologue, qu'est-ce que toi tu préconises? C'est pas inexorable, en fait, ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Déjà, on n'a pas accepté que les glaciers des Alpes soient en train de disparaître. Si on continue comme ça d'ici la fin du siècle, il y aura pratiquement plus de glaciers dans les Alpes. On n'a pas accepté que le Groenland et l'Antarctique perdent des centaines de milliards de tonnes de glace dans l'océan chaque année. On n'a pas à laisser faire ça. On n'a pas à accepter qu'on aille tout droit vers les 2,7-3 degrés d'augmentation de température. Oui, parce qu'on peut y travailler. C'est quelque chose qu'on peut faire. On peut tout à fait. C'est pas inexorable, inéluctable à partir du moment où on s'y met. Alors, c'est sûr qu'il va falloir taffer. C'est vraiment la question qu'il faut qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on met en place cette semaine? Qu'est-ce qu'on met en place le mois prochain? Pas l'année prochaine, pas dans 5 ans. C'est vraiment maintenant, il faut y réfléchir. Alors, il y a plein de choses qui se passent. Là, notre gouvernement chez nous en France est en train de réfléchir à la planification écologique et en train de mettre des stratégies en place. Il faut vraiment qu'on passe la seconde aujourd'hui. Il faut vraiment qu'on passe à la vitesse supérieure. L'avenir de ces glaces va être déterminé par la concentration des gaz à effet de serre qu'on a dans l'atmosphère. Nos activités humaines. Donc voilà, donc si on veut éviter de pulvériser ces 1,5 degrés, passer des points de bascule qui vont créer des conséquences irréversibles à l'avenir, il faut à tout prix qu'on arrête de donner autant d'argent aux énergies fossiles, il faut qu'on arrête d'utiliser autant ces énergies fossiles. Donc il faut qu'on nous donne d'autres options, ça c'est sûr. En termes d'énergie renouvelable, de sobriété, de gestion de l'énergie, il n'y a pas de doute là-dessus. Pour y arriver, moi, je suis convaincue et je suis sûre que toutes les personnes que tu as reçues aussi, on n'y arrivera pas tout seul. Nous, voilà, les glaciologues, on essaie de se débattre avec nos petits bras, on essaie de communiquer au plus de gens possible, on n'y arrivera pas tout seul. Et c'est ce fameux, moi j'adore cette image du triangle de l'inaction. Tu connais cette image?
C'est qu'en fait, donc tu as ton triangle. Ouais. En haut, tu as, on va dire, allez, les citoyens, monsieur, madame, tout le monde. Politique et entreprise. Politique, voilà, entreprise. Et en fait, on est tous à se pointer du doigt et à se dire... Comme voilà. Spider-Man. Ah, exactement. Ça a même sur Et Internet. c'est un peu ça. Et en fait, on est tous en train de dire, quoi, moi je le vois au quotidien, les entreprises vont dire que c'est au gouvernement ou à l'Union européenne de mettre en place des réglementations plus strictes. Les citoyens vont dire que c'est les entreprises qui polluent ou que c'est leur municipalité qui n'a rien compris. C'est aux citoyens de s'activer, de voter politiquement ça, pour mettre une législature qui est en phase avec... Exactement. Oui, enfin, tout le monde se rejette constamment la faute. Tout le monde se rejette la faute. Et au bout d'un moment, faut bien comprendre qu'on va avoir besoin de tout le monde pour y arriver. On n'a plus le temps aujourd'hui. Et moi, je recommande souvent, quand on est des citoyens, allez parler à votre conseil municipal. Allez voir ce qu'ils comprennent, comment est-ce qu'on peut les aider, comment est-ce qu'on peut les accompagner. Essayez d'aller voir les entreprises, parce que les entreprises, c'est vraiment là où il y a les meilleurs leviers d'action aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de greenwashing, il n'y a aucun doute là-dessus, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont en train d'être mises en place au niveau des entreprises. Et c'est seulement, mais si on arrive un peu à poser nos égos de côté, et nos peurs aussi, parce que ça, c'est pas négligeable, de comprendre qu'il faut, en coopérant, c'est comme ça qu'on y arrivera, quoi. Après, tu vois, quand je dis ça, je veux vraiment mettre un astérisque qui est très important, c'est qu'on n'a pas tous la même empreinte carbone, on n'a pas tous la même responsabilité par rapport à ce qui se passe. Que je veux dire, déjà, si tu as un toit sur la tête, si tu manges 3 repas par jour, tu peux commencer à te poser ces questions par rapport au réchauffement climatique et à la part de ce que toi, tu peux faire, tu vois. Ça, c'est vraiment crucial. On dit souvent que les écolos, en fait, n'en ont rien à battre. Ils vont peut-être demander des efforts à tout le monde et surtout aux personnes qui ne peuvent pas le faire. Attention, non. On n'a pas du tout tous la même empreinte carbone et la même responsabilité par rapport à ce qui se passe. Mais tout le monde doit s'y mettre. Donc, c'est-à-dire que forcément, les histoires de croissance verte, on va faire des technologies. Bon, aujourd'hui, ça y est, il y a des études qui ont bien démontré que les pays n'ont pas découplé, blablabla. Je vous inviterai peut-être à suivre quelques talks qu'on aura fait sur ce sujet-là. Mais donc aujourd'hui, de se dire, OK, si vous êtes personne, comme mes cousins, je suis d'origine sénégalaise, mes cousins du Sénégal, on a beaucoup moins à leur demander. Et je crois qu'ils ont droit à un budget carbone pour pouvoir faire en sorte de pouvoir avoir une économie d'adaptation par rapport aux problématiques climatiques intenses et immenses, pour qu'en même temps, ils se disent, tiens, on a de l'avenir chez nous. Et en même temps, chez nous aussi, forcément, il y a une hiérarchie et on n'est pas tous logés à la même enseigne en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Mais que tout le monde le reconnaisse en quelque sorte et que tout le monde s'y mette. Tu as totalement raison. Un avis sur ce graphe qui est sorti à l'été 2023 qui montrait en Antarctique l'épaisseur, si je ne me trompe pas, on est en hiver, en été 2023. C'est l'hiver normalement là-bas, donc il fait vraiment plus froid. Et qu'on a eu un chiffre, mais en tout cas une donnée assez effrayante, je crois que tu l'as vu, avec la couche qui comparait les mesures d'année en année. 2023, c'était beaucoup plus bas que toutes les autres années possibles. Ouais, là tu parles d'un truc qui nous fait assez peur, qu'on a du mal à comprendre, c'est la banquise en fait qui se forme autour de l'Antarctique. Donc l'Antarctique, qui fait 25 fois la taille de la France. Pendant l'hiver en Antarctique, tu as une banquise qui se forme. Ouais, il fait froid, c'est logique. Elle double la taille du continent, c'est énorme. Elle double la taille du continent. C'est vraiment gigantesque. Donc c'est une couronne de glace qui va se former tout autour. Et cette banquise, jusque dans les années 2015-2016, la superficie de banquise en Antarctique grandissait. Alors qu'en Arctique, c'était l'apocalypse. C'est intéressant parce que ça a été un biais des climato-sceptiques. Ah ça, c'est sûr. Qui m'ont beaucoup envoyé ça sur Twitter en disant « Regarde avec des chiffres clairs ». Et je dis « Oui, mais attention, banquise n'est pas glacier, c'est très différent. » Mais qui pour eux disent « C'est bon, ça s'agrandit ». Alors on a eu beaucoup de mal à comprendre. Il y avait plein de raisons qui pouvaient expliquer ça. Le fait qu'il y ait beaucoup plus d'eau douce crachée par la calotte polaire antarctique. Qui se gèle plus rapidement que l'eau salée. Tout à fait, qui est plus facile à geler. Peut-être les vents aussi, les vents qui étiraient en fait cette banquise, donc sa superficie était beaucoup plus grande. Voilà, il y avait pas mal de raisons qui étaient évoquées. Mais finalement, 2016-2017, chute de la superficie de banquise en Antarctique. Et ensuite, on n'a jamais vraiment récupéré ce qu'il y avait avant. Et cette année-là, donc 2023, les chiffres qu'on est en train de voir sont juste hallucinants. Donc là, on est à une période dans l'année où en Antarctique, on est censé atteindre le maximum. Tu sais, c'est l'hiver, comme tu disais, c'est là où la banquise est censée s'étendre, avoir cette superficie gigantesque. Et là, il nous manque pratiquement 1 million de kilomètres carrés en Antarctique, si je me souviens bien de mes chiffres. Et ça, c'est vraiment énorme comme superficie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à la place de ces 1 million de kilomètres carrés de blanc, de couvercle, de bouclier qu'on devrait avoir, il nous manque ces 1 million de kilomètres carrés. Il y en a de la banquise, mais il nous manque 1 million de kilomètres carrés
Donc, ça veut dire que tu as un océan qui est beaucoup plus foncé à la place. Et c'est reparti. Et tu repars dans tes boucles d'albédo, de rétroaction, quoi. Donc ça, c'est vraiment, en fait, c'est tellement loin, c'est tellement bas dans les statistiques, c'est du jamais vu, quoi. C'est le genre de record que l'on veut absolument jamais battre. Mais le record, là, est tellement bas que tout le monde est en train d'halluciner en ce moment dans ma communauté par rapport à ça, ouais. Donc, il y a encore plein de choses que l'on comprend pas tout à fait. Mais en fait, ce qu'on est en train d'observer, parfois, est encore pire que les pires de nos projections. Et ça fait peur. Ouais. Cette vidéo est incroyable. Voilà la glaciologie, ouais. T'as vu comment j'en rigole parce que je me ramasse des trucs dans tous les coins et je suis très heureux de pouvoir avoir des vraies conversations. C'est important de pouvoir les dire, de pouvoir dire l'espoir qu'il y a aussi derrière, bien entendu, mais pas un espoir en mode « Oh, c'est bon, pas de problème, on va y arriver, regardez ». Non, c'est de dire les choses de manière concrète parce que les gens qui nous regardent ont un pouvoir politique aussi, un pouvoir auprès de vous-même et un pouvoir auprès des entreprises où vous achetez vos biens de consommation, de tout ce dont vous avez besoin et qu'il est important parce qu'il y a aussi certainement, et je sais qu'il y a des politiciens qui nous regardent, coucou aux Belges, j'ai envie de te laisser la caméra et te laisser dire ce que tu as envie de dire, là pour toi qui est le plus important aux personnes qui nous ont regardés jusqu'à maintenant et écouté aussi bien sûr sur les autres plateformes jusqu'à maintenant. Avec plaisir. En tout cas, je te remercie pour cet échange. C'est important en fait d'être réaliste. Je pense qu'on a passé l'étape d'être dans le monde des bisounours et d'essayer de se donner des bonnes nouvelles. Il faut être très réaliste par rapport à ce qui se passe. Pas besoin d'en rajouter et on avance, quoi. Et pour moi, mon cheval de bataille aujourd'hui, et franchement, tu me donnes une opportunité de le faire de dingue, c'est l'éducation, quoi. C'est vraiment de sensibiliser, de toucher le plus de gens possible par rapport à ce qui se passe. Parce que si tu n'es pas au courant de ce qui se passe, pourquoi est-ce que tu aurais envie d'agir? Pourquoi est-ce que tu aurais envie de bouger, quoi? Excuse-moi de t'attendre, pourquoi on n'est pas au courant de ce qui se passe? Je pense que notre science est encore très difficilement accessible. Tu vois, la cryosphère, le mot cryosphère qui rentre dans le dictionnaire il y a 2 ou 3 ans, dans les dicos anglo-saxons, il y a du taf à faire. L'âge de glace avec Manny, le mammouth, tu vois, on peut prendre toutes les références pour vulgariser le propos, mais c'est ça, c'est trop académique. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, et puis attends, en France, nous on a des fous furieux, les Valérie Masson-Delmotte, les Christophe Cassou, les Magali Regazazit, les Emma Aziza, voilà, je pourrais en citer plein. Christophe Cassou qui est relecteur de nos vidéos, notamment celle d'El Nino et du Jetstream qui sont disponibles en description. Oui, heureusement qu'il est là, ouais. Ils font un travail, c'est les Avengers du climat, ils font un travail de fou. On aurait vraiment besoin que tout le monde, tous les scientifiques puissent rendre ces connaissances accessibles au plus grand nombre. Et moi, il y a une phrase que je me répète souvent, qui est une phrase d'un ingénieur sénégalais, justement, qui s'appelle Baba Dioum. Et il a dit « On ne protège que ce que l'on aime ce que l'on comprend, et on comprend ce qui nous a été enseigné. » Et en fait, ce cheminement, il est super important, parce que tu te rends compte qu'à la base de tout, tu as avoir accès, en fait, à ce genre de connaissances. Et tu vois, moi, je parle des glaciers, quoi. Les glaciers, mais ça parle à personne, quoi. Ça parle vraiment pas à grand monde. Je suis tout à fait consciente que 99% des gens, ils ont pas cette chance que j'ai, moi, de pouvoir aller les voir, de pouvoir aller les toucher, les étudier. Et moi, je parle pas des baleines, je parle pas des éléphants, je parle pas des ours polaires, un petit peu. Mais c'est pas un sujet qui est super familier, en fait, pour tout le monde. Mais pourtant, c'est un sujet qui est essentiel. Si tu n'es pas au courant de ce qui se passe au niveau des glaciers, tu ne te rends pas compte de l'importance des ressources en eau, l'importance de la hausse du niveau des mers. Et donc, pour moi, je ne suis pas toute seule. Avec toute ma communauté, on fait tout pour rendre ces connaissances accessibles au plus grand nombre. Alors, on essaye. Il y a différentes façons de le faire. Et je pense qu'il faut utiliser tous les outils pour le faire. Il faut utiliser, que ce soit les médias, utiliser l'émotion aussi pour le faire, utiliser les arts. On a vraiment besoin aujourd'hui de comprendre que notre façon de communiquer jusqu'à maintenant, elle n'a pas ultra bien marché. Donc, essayons d'être un peu créatifs. Essayons de toucher les gens vraiment au plein cœur. Parce que si tu parles pas avec émotion, avec passion de ces sujets-là, si les gens, en fait, ils ressentent pas ça au fin fond de leur trip, ils auront pas envie de bouger. Donc, on a vraiment besoin de faire comprendre à tout le monde qu'on peut encore faire bouger les choses. Aujourd'hui, si on arrive à coopérer ensemble, allez, on se relève un peu les manches, si on avance, on peut éviter de pulvériser ces seuils de température. Ça va demander de taffer, mais moi, je trouve que c'est une raison de dingue, quoi, de se lever le matin et d'y aller, quoi. Quand même, c'est une histoire de fou d'être né à ce moment-là dans l'histoire de l'humanité, de se dire attends, tous ensemble, petit à petit, on peut sauver l'humanité, quoi. Alors on y va, on n'attend pas. C'est très très beau, c'est fort. Et effectivement, on est peut-être la génération qui allons briser ce métro boulot dodo. Et c'est super excitant comme défi. Ah, je pense, ouais. On nous a biberonnés à devenir les héros de notre film. Vous pouvez être les sauveurs de l'humanité. Vous vous rendez compte de ça? Alors vous ne mettez pas trop de pression non plus, faites du mieux que vous pouvez. Sentinelle du climat, c'est vraiment ce que tu es. Je te remercie beaucoup. D'ailleurs, voilà, pour ta venue. Je vous invite vraiment à aller le choper parce qu'il
De base, t'es venu, t'as accepté l'invitation, moi j'ai chopé le livre de mon côté, je me suis dit, il faut quand même que je creuse. Il n'y a pas d'obligation, bien sûr, puisqu'on n'invite pas forcément quand il y a un livre, mais là, c'est tellement raconté de manière accessible, cool, et tu parlais justement, sortir un peu du contexte académique, c'est ce que tu fais à merveille, et merci pour tout ce savoir partagé du fond du cœur, quoi. Merci à toi. À très bientôt, j'espère. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, donnez-nous votre feeling, votre ressenti, si vous avez des choses que vous voulez rajouter, bien entendu. Et vous connaissez les bails. À très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les mythes. Ciao tout le monde. Ciao, ciao. Quelle est ta définition du réel ?